fait, on va commencer par une petite overview de l'état green en France. Et ça a été le travail de Corentin, qui va nous présenter ses premiers résultats. Et on va voir combien de patients ont déjà été identifiés en, fait, en France. Merci beaucoup. Voilà, donc moi, effectivement, je m'appelle Corentin, donc je suis un des internes aux Hospices civils de Lyon. Je travaille avec Elénie qui est ici et le professeur Lesca que vous aviez peut-être déjà vu. J'étais présent aussi l'année dernière à la deuxième réunion de l'association et à Milan aussi pour la réunion européenne en octobre. Et donc ce travail, c'est le sujet de ma thèse de médecine et c'est vraiment de faire un recensement de l'ensemble des patients français et de récupérer des informations cliniques pour un petit peu mieux caractériser, voir si ça correspond à ce qu'on connaît déjà ou est-ce qu'il y a des particularités chez les patients français. Donc, hop. Ah. Sinon, je le fais avec les flèches. Hein, mais... si, ouais. Donc, ce projet, donc, je parlais du professeur Lesca tout à l'heure, donc il a participé aux publications en 2013, l'une des premières publications qui décrivait le gène. Il a aussi participé à une autre publication en 2018 qui décrivait un petit peu la clinique des patients. Et ça s'inscrit un peu dans un projet global à Lyon qui a été surtout motivé aussi par les associations de 3 projets qui sont Eurogreen, TabGreen, dont Elénie parlera tout à l'heure, qui ont commencé en 2024. Il y a eu cette réunion donc, de l'association dont on vient de parler en 2025 à Lyon et donc mon étude ensuite. Donc ces 3 projets, il y en a un, donc TabGreen, c'est sur l'essai de la L-sérine qui est en cours actuellement à Lyon. Ensuite, il y a Eurogreen, donc c'est le projet d'histoire naturelle, et la mienne qui est vraiment celle de la création d'un registre de patients. Elles sont vraiment complémentaires les 3, parce qu'il y en a une, effectivement, c'est un essai thérapeutique, donc ça se comprend assez bien. Et puis celle d'histoire naturelle, elle apporte vraiment quelque chose d'autre par rapport au registre. Le registre, ça permet d'avoir les données sur parfois 10, 15 ans, donc c'est assez intéressant sur l'évolution de la maladie. L'étude d'histoire naturelle, elle permet vraiment d'avoir des données beaucoup plus précises, comme on suit les patients tous les 6 mois, et d'éviter en fait d'avoir des patients qu'on perd de vue, ou des données vraiment scientifiquement beaucoup plus probantes. Donc l'essai sur la L-sérine, je laisserai Elénie tout à l'heure en reparler. Celui d'Eurogreen aussi. Et on va juste faire un petit point pour savoir déjà ce qu'on connaît sur la maladie et quelles sont les bases de données qui sont déjà en place. Donc il y a des bases de données qui sont plus là, qui sont des registres. Donc, vous avez peut-être entendu un jour parler du registre de Leipzig ou des bases de données qui recensent plutôt les variants. Donc ça, c'est des bases de données qui nous permettent, nous, en tant que médecins, de nous aiguiller sur le fait, pour savoir si c'est des gains ou des pertes de fonction. Et puis dans le registre de Leipzig, par exemple, on a un registre qui a été commencé en 2013, je crois, oui, c'est ça, 2013 en Allemagne. On a quelques informations cliniques, mais ce n'est pas vraiment très très précis. Il y a 3 ou 4 informations, mais pas beaucoup plus. Il y a effectivement de la littérature quand même, hein. Il y a quand même beaucoup d'articles scientifiques maintenant qui en parlent, qui décrivent un petit peu finalement les troubles, donc s'il y a de l'épilepsie, s'il y a une déficience intellectuelle, s'il y a des troubles du langage ou quelles sont les anomalies qui peuvent être liées à cette épilepsie. Et donc c'est sur ça qu'on s'est basé pour créer ce registre, sur ces informations-là. Donc c'est vraiment, on essaie de voir les patients de tous les centres en France, donc de l'ensemble de la France. Ça commence, on a pris une inclusion de 2010, mais c'est un petit peu après, hein, c'est au moment de la découverte du gène. Ça s'arrête fin 2025. L'idée dans le projet, c'est quand même que le registre ne s'arrête pas en 2025, c'est de le continuer par la suite. Simplement pour l'instant, il fallait une date
date un peu limite. Et puis, en fait, il n'y a finalement pas besoin de quoi que ce soit de la part des familles, puisque c'est juste de la collecte de données. Donc, je m'entretiens avec les médecins qui s'occupent de vos enfants. Je leur envoie un questionnaire qu'ils remplissent. Et donc, soit vous avez déjà reçu une notice d'information par rapport à cette étude, soit elle sera envoyée par la suite. Je n'ai pas encore envoyé toutes les notices. Et ensuite, en fonction, vous avez le droit de vous opposer ou pas à cette collecte d'informations. Okay. Donc, en tout, j'ai contacté à peu près 180 médecins. Je sais qu'il m'en manque encore. Il y a des endroits en France où c'est encore un petit peu plus compliqué d'atteindre tout le monde. Je sais que dans les hôpitaux, par exemple, parisiens ou à Marseille, il me manque encore des informations. Donc, je pense que les chiffres que je vous donne là aujourd'hui ne sont pas encore complets. Et donc il y a effectivement 40 variables étudiées. Donc les variables, c'est quoi? C'est vraiment l'âge auquel a été fait le diagnostic, l'âge auquel a été fait le début du suivi, c'est s'il y a d'autres troubles associés, d'autres troubles neurologiques, c'est le suivi un petit peu des électroencéphalogrammes. Voilà, il y a toute une liste comme ça de variables dont je vous parlerai un petit peu plus en détail après. Donc ça ressemble à ça. C'est ce que j'envoie aux différents médecins en France pour qu'ils puissent remplir les différentes informations cliniques. Et donc le nombre de cas, pour l'instant, que j'ai recensé, donc ce qu'on disait tout à l'heure à Clémence qui parlait d'à peu près 100 patients, je suis à peu près sûr d'en avoir à peu près 210. Il y en aura probablement plus encore, effectivement, parce que on imagine bien que 20 à Paris, ça me paraît un petit peu par rapport à la population française. Donc je pense qu'il doit y en avoir encore d'autres à trouver. Voilà, donc 210, qui est quand même déjà un chiffre important et beaucoup plus important que ce à quoi on s'attendait au tout départ. Quand j'ai commencé ce projet-là, Gaëtan me parlait le professeur Lesca me parlait de à peu près 90, 100, 110 patients. Et puis finalement, il y en a plus que ça. Donc ça, c'est les cas vraiment confirmés. Ça, c'est les cas où j'ai vraiment je commence à avoir beaucoup d'informations cliniques. Je suis à peu près persuadé que les 210 existent bel et bien. Simplement, c'est ceux où vraiment j'ai suffisamment d'informations pour les recouper avec certitude. Mais voilà, donc dans l'accord, finalement, il y a un peu plus de garçons que de filles. Ça, c'est peut-être purement statistique. C'est pas trop, mais en tout cas, un peu plus de garçons que de filles, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, j'ai beaucoup d'enfants. Voilà, c'est assez stable. Alors, il y a un petit pic au niveau de 15-20 ans, mais j'ai beaucoup de gens avant 25 ans et très peu d'adultes. Donc, les adultes, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que il y en a effectivement moins? Est-ce que simplement ils n'ont pas de diagnostic, ce qui est quand même le plus probable? Et puis le suivi, souvent, parfois s'arrête, surtout à l'époque, voilà, on n'a pas les mêmes suivis qu'aujourd'hui. Donc il est très probable qu'il y ait beaucoup de patients qui s'ignorent dans ces âges un peu plus importants, et c'est dommage parce que c'est des informations qui seraient précieuses. Par rapport donc à la réponse, au questionnaire que vous aviez soumis par l'association, on voyait qu'il y avait un peu plus de Green 2B que les autres. Finalement, quand je fais mon recensement, j'ai beaucoup plus de Green 2A que ça. Je suis à peu près 96 patients Green 2A pour 65 Green 2B. Encore, je pense que je le remonterai tout à l'heure, mais dans Green 2A, on a une particularité, c'est que les mutations, elles ne sont pas toujours de novo, elles sont parfois et même fréquemment familiales. Et donc, moi, dans mon compte que je fais, c'est que je prends qu'une seule personne par famille. Ça aussi, c'est quelque chose qui sera rediscuté si on fait un registre vraiment complet, de prendre les familles en entier. Mais il est possible, il y a plus de Green 2A que ce que je ressens, puisque parfois il y a 4 personnes dans la même famille qui sont atteintes avec la même mutation. Ce qui est intéressant aussi dans mon questionnaire, c'est que je demandais quel était le premier symptôme qui était vu par les parents après la naissance. J'ai regroupé Green 2A, qui est pour moi un peu particulier quand même sur le plan clinique.
on voit que finalement, la plupart du temps, pour Green 2A, c'est l'épilepsie, le premier symptôme qui arrive, un peu moins que le retard de développement. Et puis, on a surtout aussi d'autres manifestations. Il y a quand même quelques cas pour Green 2A avec des gens qui vivent très bien, qui ont une scolarité tout à fait normale jusqu'à 16, 17, 18 ans et qui ont une révélation par des épisodes psychiatriques, par exemple. Donc c'est vrai qu'on voit que le phénotype peut être vraiment très très différent et beaucoup plus léger que sur d'autres variants. Pour Green 1, Green 2B et Green 2D, on voit que c'est quand même beaucoup plus le retard de développement qui est le premier symptôme, parfois avec des manifestations tout de suite à la naissance ou parfois au bout de quelques mois. Mais voilà, c'est plus ça qui met la puce à l'oreille. Je le disais tout à l'heure, est-ce que la mutation, la variation est présente chez les parents? Dans le cas de Green 1, Green 2B, Green 2D, j'ai pas de cas familiaux. En tout cas, j'en ai pas recensé pour le moment. Dans le cas de Green 2A, c'est vraiment, il y en a beaucoup plus. Là, j'ai mis 40%. Il y a des choses qui nécessitent encore d'être vérifiées pour être sûr que ce soit vraiment dans la famille. Mais en tout cas, c'est au moins, pour moi, 40% dans les données que j'ai à l'heure actuelle. J'ai fait quelques comparaisons avec la littérature aussi sur effectivement ce qu'on pouvait voir au niveau de la déficience intellectuelle, de l'épilepsie ou d'autres paramètres. Pour l'instant, ce que je constatais pour les cas de gènes, c'est des choses assez similaires à la littérature, donc il n'y a pas de révolution de ce côté-là. Il y a une seule chose, c'est qu'effectivement, dans les études, on diagnostique de plus en plus facilement, et j'ai quand même l'impression qu'on a des patients moins sévères que ce qui est décrit dans la littérature, parce que, en fait, je pense que comme on diagnostique plus facilement, on a aussi des diagnostics chez des gens qui ont moins de symptômes. Donc, c'est plus lié à ça. Mais ça demandera, je pense, vraiment de finir l'ensemble de l'étude pour avoir le tableau complet. Là, c'était gène par gène. Voilà. Ce qui était intéressant, et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que j'ai aussi comparé les EEG, les électroencéphalogrammes qu'on pouvait voir chez les différents patients. Je l'ai fait surtout pour Green 2A parce que c'était celui où j'avais le plus d'EEG. Sur le reste, sur les autres gènes, il m'en manque encore pour avoir des choses un peu fiables à vous montrer. Mais par exemple, là, ce qu'on voit bien, c'est que finalement, il y a quasiment 25% des patients avec un Green 2A qui ont un EEG totalement normal, alors qu'à l'époque, en 2019, sur les 152 EEG qui avaient été analysés, il n'y en avait que 6 qui étaient dépourvus d'anomalies. Donc on voit bien que de ce côté-là, le fait de diagnostiquer plus aussi permet de diagnostiquer des cas qui sont probablement moins sévères et c'est peut-être moins sévère que ce qui est décrit dans la littérature pour certains patients. Et de la même manière, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure dans les cas familiaux. Il est probable qu'il y a certains cas familiaux avec des parents qui sont très très peu atteints. Il est probable que chez ces personnes-là, on ait aussi des EEG qui soient normaux et qui viennent encore amplifier ces chiffres-là. Donc, ce serait à vérifier. J'ai demandé l'avantage de cette étude qui est donc rétrospective, où je regarde vraiment dans le passé ce qui a eu lieu, c'est que je peux retrouver parfois des EEG au début de la maladie, puis à 5 ans, puis à 10 ans d'évolution de la maladie. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que dans la majorité des cas, alors souvent par le contrôle des traitements anti-épileptiques, que dans la grande majorité des cas, quand même, l'épilepsie diminue en intensité et que les traitements permettent de contrôler l'épilepsie. Ce n'est pas le cas pour tous, mais dans quand même une grande majorité des cas, on voit que l'épilepsie diminue et que l'EEG redevient normal. J'ai regardé les données d'IRM qui étaient un petit peu décrites aussi dans la littérature comme très souvent normales. C'est vrai que c'est une maladie où finalement l'IRM est souvent, n'a pas beaucoup d'anomalies. Il n'y a pas de choses caractéristiques ou vraiment de choses reconnaissables. Mais il y a quand même souvent des petites choses à l'IRM. Donc ça demandera encore d'avoir tous les patients pour
voilà, avoir un avis définitif sur la question. Mais c'est une maladie où souvent on dit que l'IRM est normal, mais pas toujours non plus. L'autre question, c'était de savoir si finalement, les patients que je retrouvais dans mon registre étaient déjà connus d'autres registres avant. Je parlais du registre de Leipzig par exemple tout à l'heure, donc j'ai regardé, je n'ai pas accès exactement à quelle personne est dans quel registre, c'est des données qui sont quand même confidentielles. Par contre, c'est vrai qu'en regardant juste la liste des variants et en les comparant avec la liste que moi j'ai, on se rend compte qu'il y a énormément de nouveaux variants dans mon registre à moi par rapport au registre qui était déjà connu. Et donc ça nous donne la certitude finalement que c'est des patients qui n'étaient pas connus des registres précédents. Donc voilà, il y en a à peu près 10 qui étaient déjà connus d'un registre précédent. Donc ça, c'est quand même important parce que ça apporte beaucoup de nouveaux patients dans ces registres-là. Et je le rappelle, l'intérêt de tous ces registres, l'intérêt de tout ça, c'est quand même de pouvoir dire au laboratoire, il y a tant et tant de patients, il y a tant et tant de patients qui présentent ci ou cela, et c'est sur quoi ils doivent se concentrer par la suite. Le professeur Lesca me parlait la dernière fois d'une demande de financement pour un projet de recherche où la première chose qu'il demande, c'est combien y a-t-il de patients. Donc c'est tout l'intérêt de ces registres-là. Mes surprises un petit peu dans cette étude, c'était que finalement il y avait une question dans la liste de variables sur le fait que les parents recevaient ou pas des questionnaires de qualité de vie, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses. Il y a très très peu de médecins qui m'ont répondu oui. Alors je sais que par exemple dans les études qui sont à Lyon, par exemple d'histoire naturelle, il y a des questionnaires de qualité de vie systématiques. Mais c'est des choses qui souvent permettent en une consultation, on n'a pas le temps de détecter exactement tous les problèmes du quotidien. Et c'est vrai que c'est des choses où, dans les maladies un peu chroniques, rares, qui sont souvent utiles. Et j'étais un peu surpris finalement de voir qu'il y en a très peu qui étaient faits. J'étais un peu surpris aussi par le fait que j'ai à peu près 80 dossiers complets avec toutes les informations cliniques. Il y a eu très très peu de thérapies ciblées essayées. On sait qu'il y avait la L-sérine, qu'il y avait la mémantine. Voilà, il y a plusieurs traitements qui ont existé à un moment ou qui étaient en discussion. Et j'ai eu finalement 3 ou 4 patients qui ont eu une molécule vraiment ciblée, souvent parce que c'était un peu le neuropédiatre qui faisait ça dans son coin, et je pense qu'il n'osait pas forcément non plus mettre ce type de thérapie. Mais c'est vrai que là-dessus, je pensais peut-être avoir un peu plus de données pour aiguiller l'essai de la L-sérine. Et finalement, on a vraiment très très peu de patients qui ont eu des thérapies ciblées comme ça dans le passé. Et puis par contre, ce qui était une bonne surprise, c'est que finalement sur les 80 dossiers que j'ai, c'est des dossiers qui sont très complets, donc ça nous permettra quand même d'avoir une vision beaucoup plus complète et plus globale que ce qui avait déjà été fait dans les registres avant. Donc ça, c'est quand même une bonne surprise, et ça permettra de faire quelque chose de bien. La suite du projet, donc l'objectif là, c'est de finir la collecte de données, de récupérer les quelques centres qui me manquent encore. Je parlais de Paris, Marseille et il y a Lille encore. Donc il y a quelques endroits où je sais que j'ai encore des dossiers à récupérer. Je disais que j'étais à peu près à 80 dossiers complets. J'espère sur les 210 patients, je sais qu'il y en a où j'aurai pas toutes les informations, ça c'est sûr, parce que soit les familles s'opposent, même si c'est extrêmement rare, mais ça peut être le cas, mais juste parce qu'il y a des patients qui sont perdus de vue, qui ont déménagé, il y a des choses où parfois c'est compliqué d'avoir toutes les informations, mais j'espère quand même en avoir au moins 130, à peu près 120, 130 dossiers. De pouvoir un petit peu répondre à une question qui était de longue date, qui est un peu le Graal des généticiens, c'est cette corrélation génotype-phénotype, c'est savoir si telle mutation permet de dire que l'enfant va se développer de telle ou telle manière. C'est très rare que ça arrive en génétique, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, mais parfois on peut quand même savoir que certains types de mutations peuvent donner une clinique particulière, donc ça permettrait de mieux aiguiller les médecins qui s'en occupent au quotidien, et puis de savoir un petit peu plus à quoi s'attendre aussi. Le but aussi, c'est d'utiliser les données pour guider des tests fonctionnels. J'ai à peu près 90
sans variation où on a un test de fonctionnel de fait. Il y a quand même encore beaucoup de variations où il y a parfois 2 ou 3 ou 4 patients qui partagent exactement la même variation et où il n'y a pas de test fonctionnel de fait. Donc c'est vrai que ça peut être une priorité, par exemple, de faire cela par rapport à d'autres. Donc ça, c'est un des objectifs. Et puis après, c'est de continuer ce registre-là. Voilà, si j'ai la chance de continuer à travailler à Lyon, dans le service de neurogénétique, c'est vrai que ça reste un objectif de maintenir ce type de registre à jour pour justement, dès qu'il y a une nouvelle étude ou dès qu'il y a une nouvelle, quelque chose de nouveau dans les pathologies green, de pouvoir contacter beaucoup plus facilement les gens et d'avoir plus de facilité pour lancer les projets. Voilà, donc là on reparlait un petit peu des tests fonctionnels, donc là je les ai actualisés avec les dernières données que j'avais. Donc on voit qu'il y en a 34 qui sont pas testés, qu'il y en a 11, enfin qu'il y a beaucoup plus de perte de fonction que de gain de fonction, en tout cas dans ma cohorte, et qu'il y en a 4 qui sont incertains. Alors parfois c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il peut y avoir des tests fonctionnels qui sont... Il y a quelques cas où on a à la fois une perte de fonction et à la fois une gain de fonction. Il peut y avoir les deux. Donc là, c'est très compliqué pour le choix d'un traitement ou le choix la prédiction du comportement de la variation. Et puis il y en a d'autres où les tests ne sont pas forcément clairs. Donc là aussi, c'est vrai que c'est assez frustrant. Et peut-être qu'il y aura d'autres tests fonctionnels par la suite qui nous permettront de clarifier les choses. Voilà, donc ça c'était la répartition par gène. Et puis c'était tout pour moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce registre Ouais. Mhm. Mhm. Je pense. Alors pour l'instant, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça paraît important de le faire. Donc, je pense que maintenant que j'ai les adresses mail et que je sais qui me répond, je pense que c'est vrai que de savoir les interlocuteurs que j'ai un petit peu dans chaque ville, ça sera une bonne chose de leur transmettre après. Oui. Oui, alors c'est une question importante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de données et clairement l'utilisation de l'intelligence artificielle ça faciliterait les choses pour tout ce qui est, toute la partie statistique, pour toute la partie peut-être un peu d'avoir une analyse un peu plus normée aussi, d'avoir moins d'œil humain qui est une bonne chose parfois, mais qui est aussi un peu plus subjective. Mais le problème de tout ça, ça reste la confidentialité des données. Donc on peut utiliser un petit peu d'intelligence artificielle, mais c'est sur du coup un ordinateur comme celui-là, et forcément ça n'a pas du tout la même efficacité que des vrais grands modèles d'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, je ne le fais pas, ou à très petite échelle, mais quand je suis sûr de la conservation des données. Mais oui, clairement, ça pourrait aider. Hein. Si on avait les moyens et le fait que ce soit sécurisé, ça serait une aide. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Alors, c'était pas prévu comme ça initialement. Après, c'est vrai que ce que je me disais, en tout cas initialement, c'était que j'allais... oui, c'est ça. Mhm.
Oui, en fait, l'idée, c'était à ce moment-là que je recontacte le médecin et même si lui n'avait pas toutes les données, qu'il puisse derrière recontacter le patient et récupérer toutes les données. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois où j'utilise le dossier complet enfin, compléter le registre. Il y a des fois où c'est le médecin qui remplit directement. Donc, voilà. Après, c'est vrai que dans un monde idéal où j'ai des réponses de tous les médecins, il n'y aurait pas de souci. Dans un monde où il y en a qui sont extrêmement débordés, et je le comprends tout à fait, et c'est des choses qui prennent du temps, ça peut être une solution par la suite. Alors, c'est aussi pour ça que je viens aujourd'hui, c'est qu'on peut en discuter. Mais c'est vrai que il n'y a pas de certitude. Il y a probablement des trous dans la raquette à certains endroits, ça c'est sûr. Donc, ouais. Oui. Ok. Ok. Bah, non, c'est ça. Hmm. Alors, au début, je suis un peu allé à la pêche, c'est-à-dire que j'ai pris contact avec l'ensemble des généticiens de France, l'ensemble des neuropédiatres de France, l'ensemble des épileptologues et les laboratoires aussi qui font les diagnostics. Et après, j'ai recoupé les informations. Donc souvent, j'avais des doublons parce que le laboratoire me donnait l'information concernant un enfant et puis son épileptologue aussi et son généticien aussi. Et c'est vrai que je me suis dit que quand même, comme ça ratissait suffisamment large, mais je me rends compte a posteriori qu'effectivement, il y a des patients qui sont suivis. J'ai quelques cas par un médecin de la douleur en périphérie, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Je pensais que c'était quand même des pathologies où on aurait systématiquement un suivi en CHU, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est sûr que peut-être qu'effectivement, là aussi, il y a des trous dans la raquette. Hein. Mais je pense quand même que c'est, au vu du nombre d'informations que j'ai, qu'il n'y en a pas tant que ça. Que j'arrive quand même à avoir au moins, enfin, je peux difficilement donner un chiffre, mais au moins 80 ou 90% des patients qui existent. C'est ce que j'avais un petit peu fait déjà l'année dernière. J'avais laissé donc, sur la dernière slide mon adresse mail et j'avais eu 4-5 parents qui m'avaient envoyé les coordonnées de leur enfant pour que je vérifie derrière. Alors à l'époque, c'est vrai que je n'avais pas encore constitué la base de données, donc c'était très préliminaire. Mais si jamais vous êtes intéressé, vous souhaitez participer, effectivement, vous pouvez juste m'envoyer un mail avec le nom de famille ou la date de naissance, et je pourrais vous dire si votre enfant fait bien partie de l'étude. Alors, il y a l'association, ça c'est une première chose. Après, c'était plus vraiment une collecte de données médicales initialement, donc c'est vrai que je me suis vraiment concentré sur la partie hôpital. Mais oui, ça reste. Enfin, en tout cas, on imagine bien que si le registre continue après la date du 31 décembre 2025, il faudra encore élargir le nombre d'intervenants, ça c'est sûr.